C'est un podcast Vivre FM. Vivre, c'est épatant. Depuis les Champs-Élysées, Sur Vivre FM. En cette période de campagne électorale, nombreux sont ceux qui aimeraient faire entendre leurs propositions pour une société plus juste. C'est le cas de l'association Voir Ensemble qui agit depuis 1927 pour l'inclusion des personnes déficientes visuelles. Que devrait faire le futur président de la République pour améliorer la vie des personnes non et malvoyantes ? Voir Ensemble propose un plaidoyer pour une société inclusive à tous les niveaux. On va en parler avec nos invités. Thibaut de Martin-Prey, administrateur de Voir Ensemble et membre de la commission plaidoyer de Voir Ensemble, et puis également Olivier Randria qui est responsable du plaidoyer. On voit tout ça avec eux dans un instant sur Vivre FM. vous écoutez Vivre c'est épatant. Avec Carole Clémence. Thibaut de Martin-Prey, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné d'Olivier Randria, bonjour à vous également. Bonjour Carole. Alors Thibaut, vous êtes venu avec votre chienne guide, c'est ça ? Absolument, elle est sous la table quelque part. Là. Voilà. Elle est toute noire donc on la voit pas. C'est une chienne labrador très affectueuse. Donc vous êtes dans une situation justement où vous êtes directement concerné par cette émission. Vous-même, est-ce que vous avez eu des difficultés dans votre scolarité et pour trouver un emploi ? Tout à fait, donc je suis déficient visuel de naissance, on peut dire très très malvoyant puisque je perçois juste un petit peu les couleurs et les formes. J'ai eu la chance, je dirais, d'apprendre le braille, l'écriture pour les non-voyants à l'âge de 6 ans. Et puis de faire un parcours scolaire, je dirais ordinaire, en ce qu'on appelle en inclusion. Oui. Donc je crois que j'ai eu la chance de ne pas rencontrer trop de difficultés. Mais ce que je constate aujourd'hui en étant impliqué à Voir Ensemble ou dans différentes associations de personnes déficientes visuelles, c'est que tous les déficients visuels n'ont pas cette chance et qu'il y a encore de grandes difficultés qui existent pour arriver à faire un parcours scolaire et universitaire quand on est déficient visuel. Oui, vous êtes parvenu à faire ce que vous vouliez faire, l'objectif que vous étiez fixé Alors, professionnellement pas parlant ? tout à fait. Moi, j'aurais voulu être ingénieur. J'ai pas été ingénieur, mais parce que j'étais pas assez bon en maths. Oui. Donc, ça n'avait rien à voir Comme avec moi. ma déficience visuelle. Du coup, je me suis rabattu sur des études commerciales. J'en suis quand même satisfait. Mais Oui. non, je crois pas que la déficience visuelle ait pu jouer. Peut-être deux anecdotes, mais c'est assez limité. Mais une fois, j'ai dû faire les choix, vous savez, pour faire les Erasmus, là, pour partir en Oui. échange à l'étranger. Et en fait, j'avais fait mon choix et j'avais mis la Corée du Sud en premier choix. Et en fait, j'avais le niveau, le bon classement pour l'avoir. Et la personne qui s'occupe des affectations, etc., avait cru bon de choisir pour moi et de me donner Stockholm parce qu'elle pensait que ce serait mieux pour ma déficience visuelle. Donc elle a Et là- décidé pour vous, Elle a décidé pour moi et là, j'étais pas du tout content. j'imagine. Même si ça partait d'une bonne intention de sa part, C'est parce incroyable. qu'elle avait eu une réponse de Stockholm qui lui disait pas de problème, les non-voyants on sait faire, aucune réponse de l'Asie, donc elle s'est dit que c'était mieux pour moi, mais moi j'aurais préféré Mais évidemment. ça aurait été beaucoup plus enrichissant d'aller en Asie, j'imagine. Peut-être, mais j'étais quand même content d'aller en Suède. Bon, vraiment, c'est une anecdote. Ça m'a pas bloqué non plus dans mon parcours. Mais c'est vrai que souvent, par bienveillance, encore une fois, cette personne était bienveillante, et ça peut être pareil pour des professeurs ou des parents, on choisit pour la personne. Oui, alors Thibaut, vous êtes jeune, ce qui peut expliquer que vous ayez pu faire des études comme vous le souhaitiez et travailler aujourd'hui au sein de l'association Voir Ensemble. Est-ce que la situation s'est améliorée Aujourd'hui, on a beaucoup plus de facilité pour l'inclusion à l'école. Alors, juste une précision, je ne suis pas salarié de Voir Ensemble. Olivier, à ma droite, l'est lui. Je suis administrateur bénévole. Très bien. Je travaille chez Accenture, donc une entreprise de technologie depuis 9 ans. D'accord. Voilà, juste une précision. Pour répondre à votre question, oui, grâce notamment aux nouvelles technologies, il y a énormément de choses qui sont possibles aujourd'hui, en 2021, qui n'étaient pas possibles il y a 10 ans ou 20 ans. Par exemple, utiliser des ordinateurs pour envoyer des documents à un prof, par exemple sur clé USB ou par mail, ça il y a 10 ans ou 20 ans c'était en papier, il fallait imprimer, c'était compliqué pour un déficient visuel. Aujourd'hui il y a quand même énormément de choses qui sont plus faciles grâce au numérique, si tant est que le numérique est parfaitement accessible. Bon, ça on pourrait y revenir, mais pour répondre, oui, je dirais que c'est plus facile qu'avant. Oui. Olivier Randria, donc vous êtes salarié de l'entreprise Voir Ensemble, vous avez une vision générale, j'imagine, de la situation des personnes déficientes visuelles en France. Quel constat vous posez
aujourd'hui, on en est où ? En termes de constat, je dirais que c'est malheureusement encore aujourd'hui au XXIe siècle un parcours du combattant. Il y a un taux de chômage en France qui est assez énorme. Pour les personnes en situation de handicap, c'est 16%. Pour les personnes déficientes visuelles, on arrive à 50% de chômage pour les personnes déficientes visuelles, ce qui est énorme. Thibaut parle du numérique, c'est vrai que c'est un outil. On constate aussi 2 freins par rapport à cet outil-là. Le premier, effectivement, l'accessibilité. Ça, Thibaut en parlera mieux que moi, mais c'est effectivement comment les outils sont accessibles, les logiciels métiers. Et aussi par rapport au tout numérique, le braille est une culture. C'est comme si, avec le tout inclusif aujourd'hui, on amène les enfants dans l'école du milieu ordinaire, on n'apprend plus forcément le braille. Ce qui fait que vous allez priver d'une culture une personne, c'est comme si vous demandez un peu aux déficients auditifs, aux sourds, de ne pas parler la langue des signes. C'est une culture. Donc oui, effectivement, le numérique est un outil, ça ne doit pas être une fin, ça doit être un outil qui permet l'inclusion des personnes, et ça ne doit pas être un frein, une limite justement pour apprendre le braille. Et aussi, ce qu'on voit aussi, c'est que la déficience visuelle, ça arrive aussi avec l'âge, et on le sait tous, le numérique est en tout cas un outil qui est difficilement approprié pour les personnes au bout d'un certain âge, les personnes âgées. Oui. Voilà, donc je dirais sur cette vision globale-là, oui, effectivement, il y a des choses qui avancent, mais des fois ça demande un combat des associations pour que ça avance. Oui. Juste pour rebondir sur ce que dit Olivier, le numérique et le braille sont tout à fait compatibles, puisque aujourd'hui on a des écrans braille qu'on peut brancher sur un ordinateur, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'on donne du temps, qu'il y ait des profs spécialisés qui prennent le temps d'apprendre le braille aux élèves et aux enfants déficients visuels, parce qu'effectivement le braille, passé 20-25 ans, c'est trop tard pour l'apprendre. Mais tous ceux qui sont en âge de l'apprendre doivent l'apprendre, parce que sans le braille, un déficient visuel est totalement illettré. Oui. Donc ça peut poser des difficultés quand même pour travailler. Effectivement, oui. Alors là, c'est pas le sujet de l'émission, mais cette inclusion scolaire, finalement, elle empêche un enfant déficient visuel d'apprendre le braille. C'est pas qu'elle empêche, mais c'est que, si vous voulez, c'est très simple. Moi, par exemple, quand j'avais 6 ans, j'ai appris le braille, j'avais au moins 10 heures de cours de braille par semaine, parce que j'avais une enseignante spécialisée. J'étais dans une classe avec une enseignante à plein temps. Aujourd'hui, en inclusion, si l'enfant non-voyant a la chance d'être dans une grande ville ou dans un département où il y a des enseignants spécialisés, disponibles, etc., il apprendra le braille, mais ça prendra plus de temps, parce que ça va être peut-être 2 heures par semaine. Donc ça va prendre 2 ans, 3 ans. Et si malheureusement cet enfant est dans un département où il n'y a pas d'enseignants spécialisés, ou peu, ça existe encore aujourd'hui, il n'apprendra pas le braille. Oui. Et donc là, sa capacité à faire des études, elle est réduite énormément. Ah oui, c'est incroyable. Le numérique, c'est pas... C'est pas le numérique, hein. C'est l'inclusion. C'est la logique d'inclusion qui consiste à envoyer des élèves en inclusion avec les autres. Ce qui est une bonne idée, ce qui est une très bonne idée. Mais il faut y mettre les moyens. Oui. Ça n'a rien à voir avec le numérique, hein. Le numérique est tout à fait compatible avec le braille. Oui, d'accord. Et alors, comment on explique ces 50% de personnes qui n'ont pas d'emploi, qui cherchent un emploi, mais qui n'en ont pas, et qui sont déficientes visuelles? C'est énorme, 1 sur 2. C'est une très bonne question. Moi, je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a un niveau d'études des personnes déficientes visuelles qui est plus faible que les autres, parce que difficulté d'accéder à l'école, c'est plus compliqué. On a des taux d'échec en licence qui sont énormes. En fait, on a beaucoup de jeunes qui arrivent à l'université et puis qui abandonnent, parce que l'université n'est pas forcément adaptée pour une personne non-voyante ou malvoyante, parce qu'à l'université, pour tout un chacun, c'est compliqué de passer du lycée à l'université, d'autant plus pour une personne déficiente visuelle, pour se repérer sur le campus, pour trouver, etc. C'est certain que le niveau d'études joue. Et surtout aujourd'hui où en fait, il faut des diplômes pour trouver un métier, d'autant plus pour les déficients visuels, comme nous ne pouvons pas faire un certain nombre de métiers entre guillemets moins qualifiés. Quand on voit pas, on peut pas faire livreur ou chauffeur de taxi, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Donc on doit se diriger plus vers des métiers intellectuels, donc faire des études. Donc ça, je pense que c'est un premier point. Il y a ça, et puis il y a aussi bien sûr le problème de sensibilisation, au fait que les entreprises ne sont pas forcément au courant de ce qu'un déficient visuel peut faire aujourd'hui, et il y a beaucoup de barrières qui peuvent se mettre en place, ou de préjugés, et donc ça fait que c'est très difficile pour s'insérer, quand bien même ces personnes ont un diplôme. Et j'ai des exemples autour de moi de personnes qui ont eu la chance de faire des études et qui n'ont pas trouvé de travail et qui ont fini par baisser les bras. Ah oui. Parce que c'est trop... Oui, et puis quand on baisse les bras, quand on ne trouve pas de travail pendant 2, 3, 5 ans, c'est difficile après de... Après, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, exactement. Oui. Et puis aussi, on a la chance aussi en France, et c'est une chose très bien, d'avoir des compensations, des allocations conséquentes quand on est en situation de handicap visuel. Donc ce qui veut dire que pour que ça vaille le coup, si vous voulez, d'aller travailler,
il faut un salaire conséquent. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ça n'a Alors, aucun intérêt pour un déficient visuel d'aller travailler au SMIC, oui. si ce n'est le fait d'avoir un emploi. Mais financièrement, C'est pas intéressant. financièrement, c'est pas un bon deal. Oui, oui. D'accord, oui. Et donc effectivement, c'est important pourtant d'avoir un emploi dans sa vie sociale. Psychologiquement, c'est très important pour une personne de travailler, de gagner sa vie. Et ça, c'est pas encore possible pour tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose que vous mettez dans votre plaidoyer? Tout à fait, oui, c'est effectivement une revendication. Et en plus, les solutions existent. Nous, à Voir Ensemble, on a des services qui accompagnent effectivement les entreprises pour faciliter l'inclusion, l'accueil de salariés déficients visuels. Oui. C'est un axe fort effectivement du plaidoyer. Cette question de l'emploi, je pense que Thibaut a très envie d'en parler. C'est un sujet qu'il porte très bien d'ailleurs sur le sujet. Thibaut? Non, mais pour moi, l'emploi, c'est pas juste gagner sa vie. L'emploi, c'est avoir un rôle dans la société. C'est pas juste l'emploi pour l'emploi. Donc, évidemment que tous les déficients visuels ont droit à un emploi pour avoir une utilité dans la société. Donc, Oui. effectivement. Oui, je pense qu'on se dévalorise lorsqu'on Bien sûr. est juste tributaire des allocations et qu'on n'arrive pas à avoir un emploi. Ça doit être psychologiquement très dur. Exactement. Et ce qu'on a vu d'ailleurs avec la crise sanitaire, il y a des études qui ont été faites, c'est les personnes handicapées qui ont été effectivement en situation de handicap, qui ont été les premières touchées par la crise. Donc la crise de l'emploi va toucher déjà des personnes qui sont fragilisées dans l'accès à l'emploi. Oui. Donc c'est pour ça aussi qu'en 2022, il faut insister sur cette dimension d'emploi, cette dimension d'inclusion justement. Nous traversons une crise et qu'il faut effectivement protéger et aider les personnes qui sont déjà fragilisées, on va dire, dans une période économique entre guillemets Ouais. normale. Et puisqu'on beau. parle d'emploi, effectivement, il y a beaucoup de. Il y a eu la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, ça vous a pas échappé, il y a 2 ou 3 semaines, là, Oui, tous les ans fin en novembre, c'était la 25e. Aujourd'hui, on parle beaucoup des handicaps invisibles. 80% des handicaps sont invisibles. Ce sont ça un peu les éléments forts qui sont transmis par le gouvernement, et c'est pas faux, hein. Oui. Sauf que pour ce qui est de la déficience visuelle, là on est sur un handicap bien visible qui nécessite des compensations. Enfin, quand je dis des compensations, c'est-à-dire des outils, une accessibilité numérique du poste de travail. Donc il y a pas mal de choses à mettre en place, si vous voulez, pour pouvoir intégrer des personnes déficientes visuelles. Donc ça nécessite une vraie volonté et un vrai budget, enfin des moyens. Et c'est vrai que je veux pas faire la guerre des handicaps contre l'autre, et il n'y a pas un handicap qui vaut plus que l'autre. Mais enfin bon, c'est sûr que pour une entreprise, on va se dire la vérité, c'est plus simple de recruter des handicaps invisibles qui ne nécessitent pas d'aménagement de poste. Oui. Voilà. Et encore que le handicap invisible, ça peut faire peur à l'employeur. Ça peut aussi, oui. Ça peut faire vraiment peur et qui peut employer une personne bipolaire ou schizophrène, c'est compliqué. Tout à fait. Mais en fait, vous savez que la définition du handicap, c'est beaucoup plus large que les handicaps mentaux et psychiques. Oui. Il y a énormément de maladies invalidantes ou de situations. On peut être reconnu handicapé sans que son handicap n'impacte l'environnement de travail. Oui. Et ça, c'est parfait pour un employeur. Alors, cette campagne présidentielle, est-ce que vous la suivez? Est-ce qu'on y parle de handicap? Alors non, Olivier. effectivement, aujourd'hui, il y a des thèmes forts qui sont portés, hein, identité, immigration, ça on en parle beaucoup. Malheureusement, on parle pas assez du handicap. Le handicap, c'est 12 millions de personnes, 11 millions d'aidants, c'est énorme. Je veux dire, imaginez si toutes les personnes en situation de handicap et les aidants aussi se mobilisaient, on est quand même une force de frappe énorme. En 2017, il y a effectivement le président Emmanuel Macron, à l'époque quand il était candidat, il a choisi une carte blanche. Là, moi je pense qu'il faut mettre maintenant, c'est un carton rouge en disant, mais attendez, on n'est pas juste une carte blanche, on n'est pas un joker, ça représente énormément de personnes. Quand je parlais des aidants, mais on peut aussi parler effectivement des professionnels du médico-social qui ont manifesté d'ailleurs hier. Et en fait, non, on n'en parle pas assez. Donc c'est pour ça aussi que nous, les associations, on se mobilise. C'est justement là, on sent qu'il y a une écoute des candidats. Une écoute, c'est bien, mais derrière, on veut 5 ans d'action, on ne veut pas encore 5 ans d'exclusion. Oui, alors là, les candidats sont prêts à vous écouter. Ils étaient prêts à vous écouter aussi sur la dernière présidentielle. Est-ce que le candidat Macron, qui a présenté sa carte blanche, a fait des choses en votre faveur? Est-ce que son écoute a été suivie des faits? Ah là, c'est une question compliquée. Moi, ce que je peux dire, sur la déficience visuelle, j'ai pas l'impression que Emmanuel Macron ou Sophie Cluzel ait particulièrement fait des choses. Oui. Je crois pas. Hein. Non. Tu me diras, mais Je je pense pas. Ce qui est regrettable, évidemment, puisque nous, comme vous avez compris, à Voir Ensemble, on a principalement des publics déficients visuels qui sont accueillis, mais aussi des déficients auditifs. Aussi, Un petit peu également, un handicap sensoriel. D'accord. Par contre, ce que je peux dire, c'est que depuis 5 ans, Sophie Cluzel a pleinement embrassé l'idée de société inclusive et d'inclusion. Et ça, personnellement, à titre personnel, je trouve ça très bien.
On ne peut pas être défavorable à cette idée d'inclusion qui consiste à dire que la société doit être inclusive. Donc c'est pas à la personne de s'adapter, c'est à la société de s'adapter. Oui. Et que l'inclusion soit partout, à la fois à l'école, à l'université et dans le travail. Donc que les personnes puissent déjà choisir leur parcours de vie, choisir de faire des études ou pas, de travailler dans telle ou telle entreprise ou telle administration, et travailler et étudier avec les autres. Ça, je pense qu'on ne peut pas être contre ce principe-là, de faire sortir un peu le handicap des établissements spécialisés, etc. Mais ça nécessite des financements et un accompagnement. Donc nous, ce qu'on a dans notre plaidoyer, si vous voulez, c'est école inclusive, très bien, emploi ordinaire, c'est parfait, mais il faut des moyens d'accompagnement conséquents pour garantir, on en parlait tout à l'heure, l'apprentissage du braille, par exemple, etc., etc. Donc c'est toujours la même histoire, il faut plus de moyens plus financiers. De moyens voilà, et la possibilité de changer de parcours, de commencer en inclusion, de partir en milieu spécialisé 1 an ou 2, de repartir en inclusion. Oui. Et pareil au niveau de l'emploi, de travailler en ESAT, d'avoir la possibilité d'être en ESAT hors les murs, en emploi accompagné, de revenir éventuellement dans les ESAT si ça se passe mal, voyez, que ce soit beaucoup moins, qu'il y ait beaucoup plus de ponts entre les différents modèles. Oui. Alors ça, est-ce que les candidats ou les pouvoirs publics l'entendent, ces demandes que vous faites, Thibaut, Olivier? Alors effectivement, nous à Voir Ensemble, on défend ce que dit Thibaut, la logique de parcours. Nous on défend les instituts de jeunes aveugles et effectivement, je crois que c'était il y a 2 ans où on commençait à remettre en question les instituts des jeunes aveugles, surtout en particulier l'INJA, l'Institut National des Jeunes Aveugles, qui est à Paris, station du Roc. Donc en fait, oui, il y a cette volonté, c'est très bien, d'une société inclusive, mais on sent que ça peut commencer à toucher cette dimension établissement. Elle est importante parce que nous, à Voir Ensemble, par exemple, on accompagne des personnes en situation de handicap rare, donc avec une déficience visuelle, un autre type de handicap, des personnes pour qui, effectivement, le tout inclusif va pas toujours être adapté. Donc en fait, oui, c'est très beau ce message de société inclusive, mais attention, il n'y a pas d'inclusion sans accompagnement et c'est ça qui est important, c'est cette dimension d'accompagnement. Oui. Et puis dans ces écoles, l'intérêt aussi, c'est d'être avec ses pairs. Tout à fait. C'est important de pouvoir les côtoyer, de comprendre qu'on n'est pas seul. Mais complètement, moi je crois vraiment au modèle mixte où on est à la fois en inclusion mais on a un temps, ça peut être le week-end, ça peut être dans une association, ça peut être je sais pas, dans un établissement, quelques jours, quelques heures avec d'autres personnes qui partagent son handicap. Ça permet effectivement de libérer la parole, d'échanger, etc. Sur certaines difficultés rencontrées, certaines solutions. Oui. Parce que de l'inclusion, moi je me souviens avoir été en inclusion, c'est quand même très dur. C'est quand même très dur, surtout quand on est à l'école ou quand on est jeune. Il peut y avoir des comportements un peu désagréables, d'exclusion ou autre. Enfin, c'est pas facile toujours. Donc avoir des temps avec des personnes qui ont le même handicap, c'est important aussi. Oui, et j'imagine qu'à la fac, ça doit être très très dur. Déjà pour quelqu'un qui n'a pas de handicap particulier, c'est compliqué, mais de s'y retrouver, c'est très individualiste finalement la faculté. C'est sûr, donc il y a des missions handicap qui existent dans les établissements, heureusement. Qui font un grand travail. Voilà, un grand travail, il y a des systèmes de preneurs de notes pour un peu accompagner, parce que comme vous savez, il n'y a pas d'AVS, je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, mais il n'y a pas d'accompagnement. AESH. AESH, ça n'existe pas en enseignement supérieur, oui. Mais par contre les missions handicap dans l'enseignement supérieur peuvent financer des preneurs de notes ou des étudiants qui peuvent accompagner. Voilà, donc c'est certain que la question des études est essentielle. Et encore une fois, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des établissements spécialisés qui forment à certains métiers. Donc évidemment, on pense tout de suite aux kinés, déficients visuels, et quelques autres filières. Mais bien évidemment, le gros des personnes déficientes, la grande partie des personnes déficientes visuelles aspirent à être dans l'enseignement supérieur ordinaire, en fait. Ou voilà. Oui, choisir son métier. Là, vous soulevez un point intéressant. C'est vrai que souvent, on connaît des personnes déficientes visuelles qui sont kinés, qui sont dans l'informatique, des métiers très particuliers. C'est plus rare de voir un déficient visuel qui est ingénieur ou qui a un poste de haut responsable d'une banque, par exemple. Alors il y en a. Alors il est vrai qu'il y a ces métiers historiques, mais qui sont quand même des métiers qui recrutent. Oui. Je tiens à dire que les métiers de kiné, d'informatique sont des bons métiers, des métiers où les gens trouvent du travail, etc. Donc ça c'est bien que ça continue. Oui. Mais effectivement de plus en plus, et on milite pour ça à Voir Ensemble, pour une meilleure inclusion dans les études et dans l'emploi. On a aussi
d'ailleurs pas plus loin qu'au conseil d'administration de l'association, hein. On a des profils assez variés, des gens qui travaillent dans la finance, je pense à Piscine, des avocats, je pense à avocat pénaliste, maître Juglar. Oui. Donc non, les profils sont assez variés. Il y a Bertrand Laine aussi qui travaille à Pôle emploi. Voilà, notre président Jacques Charlin est un ancien universitaire puisqu'il était prof à la fac de Lyon 1 ou 2, j'espère qu'il m'en voudra pas, mais c'est de Lyon. Il a même été D'accord. vice-président de la fac. Voilà. Donc non, il y a des parcours variés, mais encore trop rares. Oui, Trop rares. c'est Donc ça. nous, en tant qu'association, notre rôle, c'est de faire un peu la promotion, hein, des personnes déficientes visuelles et inciter chacun à choisir son métier, pas en fonction de son handicap, mais en fonction de ce qu'elle a envie de faire, quoi. Oui. Donc, vous demandez aux candidats plus de moyens. Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent? Alors concrètement, là, on veut mettre le paquet sur un concept qui s'appelle l'accessibilité numérique. Oui. Donc, j'en parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a du digital partout. Pour Oui. commander des billets de train, pour se déplacer, les GPS, pour travailler, enfin partout. Or, ce digital est rarement conçu pour tout le monde, et notamment pour les personnes déficientes visuelles. Et ça, c'est dommage. Parce qu'en fait, ça permettrait vraiment, si c'était le cas, de faire énormément de choses. C'est exactement comme pour un bâtiment, si vous voulez. Un bâtiment, s'il n'est pas conçu dès le départ avec des ascenseurs et avec des rampes d'accès, on ne peut pas rentrer avec un fauteuil. Et c'est pareil pour une application numérique ou pour un logiciel. Oui. Et donc ce sur quoi on insiste beaucoup, mais ce n'est pas le seul sujet, mais c'est un des sujets majeurs qu'on veut mettre en avant en 2022, c'est l'accessibilité numérique et cette nécessité de concevoir tous les outils numériques, publics et privés, applications, sites web, logiciels, tout accessible pour les personnes déficientes visuelles. C'est possible. Mais c'est pas déjà fait? C'était pas Pas du censé tout. être déjà fait? Depuis 2005, si, mais bon, c'est pas du tout le cas. Il n'y a que 15% des sites publics qui sont accessibles aujourd'hui. Des sites publics. Ouais, Ah oui, ouais. Des Ouais, sites. ouais. Des sites publics. Mais ça devrait. Il y a une obligation d'être accessible. Il y a une obligation, mais il n'y a pas de sanction ou pas de D'accord. sanction significative, et il n'y a aucun organisme vraiment chargé de contrôler. Si vous voulez, si on prend l'exemple du RGPD, la protection des données, Oui. tout le monde s'est mobilisé sur le sujet il y a de ça 3-4 ans. Pourquoi? Parce qu'il y avait des sanctions, jusqu'à 4% des chiffres d'affaires. 4% des chiffres d'affaires, c'est énorme. Donc C'est tout le monde énorme. s'est mobilisé. Je peux vous dire que là, les services juridiques ont vu rouge tout de suite. Et il y avait une instance, la CNIL, qui est en charge du contrôle et des sanctions. Oui. Et c'est ce qu'on demande pour l'accessibilité numérique. D'accord. Exactement ça. Une instance de contrôle et des vraies sanctions. Ouais. Et là, significatives. ça pourrait fonctionner effectivement. Ça Si on fait fonctionnera. mal au Ça portefeuille. fonctionnera. Olivier. Oui, alors effectivement, si on peut encore détailler d'autres sujets, on parlait de l'emploi tout à l'heure, mais il faut pouvoir se rendre à son lieu de travail. Et donc nous allons avoir la loi 2005 qui va avoir 17 ans en 2022. Et ce qu'on dit aux candidats, c'est, mais vous vous rendez compte, en 17 ans, il n'y a pas grand-chose qu'on a avancé sur la question de la mobilité. Sur la question de la mobilité, on a un espace public qui est le trottoir, qui dans le code du travail, j'allais dire dans le code, du code de la route, n'existe pas. Et c'est justement nous ce qu'on porte aussi avec les associations du handicap visuel, c'est se dire mais ça il faut qu'il y ait une reconnaissance sur le trottoir. Il y a effectivement un impératif écologique, on développe des mobilités douces, c'est très bien, ça on ne le nie pas. Par contre, il ne faut pas que l'espace public, le trottoir soit une jungle. Déplacez-vous dans la rue, vous allez avoir des trottinettes, C'est des devenu vélos, compliqué etc. à Paris. C'est devenu très compliqué, je crois que c'est cet été, il y a même eu un mort en plus suite à une trottinette, à imaginer pour des personnes déficientes visuelles. Ouais. Il y a beaucoup Donc, d'accidents. C'est ça, donc Ouais. nous ce qu'on défend c'est effectivement derrière, oui on développe des mobilités douces mais il faut une mobilité sécure. Donc il faut qu'on définisse, il faut qu'on donne un statut au trottoir dans le code de la route pour vraiment un partage sécure de la voirie pour les piétons. Oui. Thibaut, je me posais une question, mais à Paris, parfois on ne perçoit pas très bien qu'on est sur une piste cyclable. Quand on est sur le trottoir, on ne la voit pas forcément très bien. Pour vous, comment ça se passe? C'est un gros problème. Effectivement, j'ai un exemple près de chez moi, rue Le Courbe, où effectivement il n'y a pas de limite tactile entre la piste cyclable et le trottoir. Oui. C'est-à-dire que quand je me déplace, je ne sais pas si je suis sur la piste cyclable ou sur le trottoir. Oui. Et donc ça, c'est évidemment un gros problème pour les déficients visuels, mais un peu pour tout le monde en fait. C'est pas pratique en Oui, fait pour de tout pas le monde, avoir Mais précisément pour la vous limite. encore plus. Pour nous encore plus, il y a plein d'exemples comme ça. Il y a effectivement les exemples des zones qui sont très compliquées pour les déficients visuels, qui sont les tramways. Vous savez, les tramways, savoir un peu où passent les trams, où sont les quais, etc. Donc là, il y a de la recherche qui est faite pour essayer justement d'utiliser la technologie pour se positionner et guider les personnes. Oui. Mais c'est des zones qui sont toujours un peu la hantise des personnes déficientes visuelles parce qu'il y a peu de repères. Ouais. Les places aussi.
Les places, c'est très compliqué de se repérer sur une place quand on ne voit pas. Et un exemple un petit peu, pas amusant, mais parce que c'est pas drôle du tout, mais symbolique, le métro parisien, aujourd'hui, toutes les stations ne sont pas annoncées vocalement quand on prend le métro. Et ce serait utile pour tout le monde. Mais bien sûr, quelqu'un qui est dans son bouquin, qui a oublié, voilà. Et honnêtement, là c'est vrai que c'est un sujet un peu symbolique, mais qu'on va bien porter clairement au débat. Il nous annonce ça pour 2031. Sérieusement, quoi. C'est C'est énorme. tout à fait sérieux. Hein. Il nous dit en 2031, tout le réseau sera vocalisé. Alors que c'est le cas dans énormément de capitales européennes et même, bien sûr, en France. C'est pas possible pour le conducteur, lorsqu'il y a un conducteur, d'annoncer lui-même. Non, Ah bah écoutez, moi c'est ce que j'ai vu à Stockholm ou à New York où j'ai passé 6 mois. Quand le système qui était déjà en place, je vous parle de ça, c'était il y a 10 ans, hein, ne fonctionnait pas, le conducteur prenait le relais. Oui, ce serait... C'était son job. Écoutez, allez en parler à la RATP et on en rediscute. Je pense que c'est pas dans leur fiche de poste et ça ne sera jamais. Ouais. Ça sera jamais. Par contre, ce qu'on pourrait imaginer, c'est que techniquement, il y a déjà des haut-parleurs dans les métros. Donc, est-ce qu'ils ne pourraient pas brancher sur ces haut-parleurs un système qui annonce les stations? Enfin, ça paraît pas quand même fou en 2021. C'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Et ça coûterait peut-être quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros. Mais bon, en 2024, il va se passer un petit truc là. À Paris. Tout à fait. Hein, les JO, ça vous a pas. Et je sais pas quelle image on va renvoyer. De la France, enfin bon. Oui, mais ça va être compliqué, j'imagine. D'ailleurs, pour cette période, vous comptez rester à Paris, Thibaut, ou vous partez vous éloigner le plus loin possible? Ah non, moi je compte être là, j'aimerais bien pouvoir assister à quelques événements, ce serait sympa qu'on ait des événements audio décrits d'ailleurs. Tout à fait. Pourquoi pas, oui. Pour que ce soit pleinement inclusif pour les personnes déficientes visuelles. Non, je serai là. Olivier, qu'est-ce que vous proposez d'autre? Là, on a déjà détaillé des choses importantes à mettre en place. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à faire? Alors, pour continuer sur la question de la mobilité, c'est vrai que là on parle de Paris, il faut ne pas avoir quand même un discours un peu parisiano-centré. Sur la question des transports par exemple, on a quand même beaucoup de fermetures des guichets dans les gares, dans les zones rurales, les petites villes. Et ça, alors ça concerne les personnes déficientes visuelles parce qu'on va vous demander d'aller en ligne, c'est compliqué, mais ça concerne aussi tout le monde. Donc ça c'est pour la question mobilité. Après, nous aussi on part de l'accès aux droits. Pourquoi? Parce que les démarches administratives, je pense, mais c'est même pareil pour vous, Carole, c'est quand même compliqué de faire. C'est très compliqué. Et du coup, et en plus, il y a encore une numérisation excessive. Quid des personnes qui n'ont pas cette facilité-là. On parle beaucoup d'électronisme en France, pour les personnes âgées aussi. Nous, ce qu'on défend à voir ensemble, c'est la création d'un guichet unique et d'arrêter la fermeture des services publics. Donc, c'est effectivement des choses qu'on porte pour la déficience visuelle, mais qui vont profiter aussi à tous. Il y a aussi la question des loisirs. Nous, on a une commission à voir ensemble qui est spécialisée sur les loisirs, la culture accessible. Donc, c'est vraiment soutenir l'édition Braille, c'est soutenir l'audiodescription. Voilà, Thibaut prenait le très bon exemple sur les JO. Ça serait bien qu'on ait des JO inclusifs parce qu'il y a les JO paralympiques, mais que tout le monde puisse avoir accès par la télé justement avec des JO audio décrits. Donc voilà, c'est vraiment l'idée. Nous, quand on parle d'inclusion, on a commencé par l'emploi, c'est très juste, la mobilité, mais c'est vraiment dans tous les cas de la société. C'est pour ça que je prends aussi l'exemple des loisirs. Oui. Thibaut, vous vouliez rajouter quelque chose? Non. Voir ensemble, c'est l'association, c'est votre association à tous les deux. Vous êtes salariés, Olivier, et vous, Thibaut, vous êtes bénévole, vous êtes à la commission de ce plaidoyer. On espère que vous serez entendus. Vous avez l'expérience de la précédente présidentielle. Vous pensez que vous serez entendu? On espère. Peut-être un mot sur Voir Ensemble, qui est effectivement, que vous l'avez dit, Carole, une association créée en 1927. Donc on va bientôt fêter les 100 ans du mouvement, et qui est une des associations majeures de la déficience visuelle, puisqu'on considère qu'on a environ 5000 personnes bénéficiaires de l'association, 5000 personnes déficientes visuelles, puisqu'on a 3000 adhérents. Et 2000 personnes accompagnées par un établissement ou un service. Voilà, puisque vous gérez des établissements. Voilà. L'association gère des établissements. Voir Ensemble est le plus gros gestionnaire d'établissements pour déficients visuels en France, avec une trentaine d'établissements gérés et 500 salariés. Donc c'est très conséquent sur l'ensemble du territoire. Enfin, beaucoup dans l'ouest de la France, en fait, le centre et l'ouest, mais... Voilà. Et ces établissements, ce sont des établissements, par exemple, comme l'Institut national des jeunes aveugles, c'est ce type d'établissement? Alors, l'INJA dépend directement du ministère de la Santé, donc c'est pas géré par Voir Ensemble, et Voir Ensemble gère des services d'intégration. Oui, tout à fait. Tout à fait. Effectivement, on a des services et des établissements qui accompagnent de tous les âges, de la petite enfance au grand âge. Petite enfance parce qu'on a effectivement un institut de jeunes aveugles qui est à Yzeure, centre Auvergne-Bourgogne. Nous avons aussi des services
c'est justement, puisqu'on parlait d'inclusion dans le milieu ouvert, donc on a des services qui vont accompagner les familles pour que les enfants puissent effectivement suivre les cours à l'école en milieu ordinaire. On a effectivement donc des foyers pour accueillir des personnes en établissement. On a aussi des services d'accompagnement à l'emploi, à la vie quotidienne, avec des professionnels, dont des AVGistes, des instructeurs en locomotion, pour justement aider les personnes déficientes visuelles et déficientes visuelles tardives aussi, pour pouvoir effectivement vivre en autonomie. On a aussi, du coup, comme je parlais du grand stage, un établissement pour personnes âgées qui est effectivement aussi adapté à la déficience visuelle, et 2 ESAT, dont un qui fait du vin pour vous dire un peu le panel différent qui fait du vin à Bordeaux. Très bien. Donc il y a du vin à voir ensemble, produit par des personnes handicapées visuelles. Voilà. 1927, vous êtes l'une des plus vieilles associations de déficients visuels, non? Non. On est anciens, mais on n'est pas les plus anciens. La plus vieille, c'est l'association Valentin à Huy, Oui. qui a 130 ans. Et puis la FAF a 100 ou 110 ans. 110 ans, oui. Ouais. Voilà. Voilà. Absolument. Et donc si on veut vous aider, voir ensemble, comment on procède? Alors je dirais qu'il y a différentes façons pour aider voir ensemble. La première, je dirais la plus simple, c'est là effectivement nous on va diffuser des messages dans le cadre du plaidoyer, relayer. On a vraiment besoin de la mobilisation du grand public sur ce sujet-là. Donc allez sur les réseaux sociaux, sur Voir Ensemble, Twitter, Facebook, sur notre site aussi, de relayer les messages. C'est comme ça que vous pouvez nous aider. Plus on va en parler, plus ça va bouger, plus les candidats vont être obligés de se positionner si on parle du handicap. Donc ça peut être ça peut aussi venir s'engager avec nous. S'il y a des professionnels qui ont envie de venir travailler avec nous, de mettre leur talent, de venir bénévole aussi avec nous. Il y a eu quelques jours la journée mondiale du bénévolat. Les associations, et on remercie d'ailleurs les personnes qui s'engagent dans les associations, qui les font vivre, mais on a besoin de vous pour continuer le combat pour l'inclusion. Voilà. Un dernier mot peut-être, Thibaut, avant de Oui, conclure cette émission. Tout à fait. Ce combat 2022, c'est important de dire qu'on ne le mène pas seul. On s'inscrit dans une démarche partenariale avec l'ensemble des associations représentatives des personnes déficientes visuelles en France. Donc on travaille avec eux, et d'ailleurs je suis administrateur d'une autre association de personnes déficientes visuelles, et il y a beaucoup de déficients visuels qui sont comme ça dans plusieurs associations, parce qu'en fait on a le même combat. On a le même combat pour plus de droits, plus d'autonomie, une bonne inclusion. C'est le même objectif. Donc en 2022, ce plaidoyer est commun entre toutes les associations, l'AVH, la FAF, la Fédération des chiens guides, APIDV, Voir Ensemble, et tous les membres de la CFPSA. Voilà. Donc je pense que c'est important de dire que Voir Ensemble n'est pas seul, et heureusement. Et on espère bien organiser un débat public probablement début mars, première quinzaine de mars, avec, bien évidemment, on aimerait avoir les candidats eux-mêmes ou quelqu'un ou quelqu'une qui les représente sur le sujet du handicap. Voilà, on vous en reparlera, vous Carole. nous tenez au courant, voilà, ça nous intéresse. Olivier? Alors un dernier mot effectivement, Carole, tout à l'heure vous demandiez des chiffres. On se rend compte qu'aujourd'hui, pour peser sur les politiques publiques, à juste titre, on a besoin de chiffres, il faut connaître les besoins. Avec les grandes associations de la déficience visuelle, on a lancé l'étude Homer. Donc comme ça aussi qu'on peut nous aider, c'est parler de cette étude Homer qui va justement servir à collecter des chiffres, collecter les besoins des personnes déficientes visuelles de tous les âges pour arriver à créer un observatoire de la déficience visuelle. Donc on invite les personnes à aller sur le site de l'étude Homer, si elles sont déficientes visuelles, à y répondre, et si elles ne le sont pas, à partager, en parler autour d'elles de l'étude Homer. Ça s'écrit comment? Homer, comme Homer, donc étude plus loin Homer, H-O-M-E-R-E. Qui effectivement, parce que Homer était déficient visuel. Voilà, c'est ça. Selon la légende, on ne sait même pas s'il existait, mais on le perçoit comme un poète non-voyant. Merci à tous les deux, Thibaut de Martin-Prey, Olivier Randria. Merci d'être venu nous parler de plus d'inclusion et de ce qu'il faudrait faire, ce que les candidats devraient faire, en tout cas le futur président et aussi la maire de Paris devrait faire pour une meilleure vie, pour une meilleure prise en compte de la déficience visuelle. Merci à vous deux. Merci. Carole. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.